Pour des raisons évidentes, ce ne sera qu'un aperçu très superficiel du sujet et je ne vais pas essayer de résoudre ici des problèmes techniques très complexes. Mon but, c'est PL plutôt d'éveiller votre curiosité au sujet des mesures de résistance d'isolement, qui sont souvent sous-estimées et parfois même pas effectuées, et ensuite on écrit n'importe quoi dans les documents, des choses bizarres dans les rapports. Voilà donc mon objectif. J'espère rester dans le temps imparti et qu'on pourra en discuter ensuite dans le couloir. Les mesures de résistance d'isolement, c'est un sujet évident et tout le monde ici y a probablement déjà été confronté. Où les réalise-t-on? On considère généralement que ces mesures concernent les installations électriques du genre de celles qu'on trouve couramment dans les logements ou les bureaux. Cela concerne les installations basse tension, les installations chez l'utilisateur final. Un certain nombre de mythes se sont développés autour de ça. Parce que si c'est perçu comme ça, alors les instruments qu'on pourrait utiliser pour mesurer la résistance d'isolement sur le type d'équipement qu'on voit ici, eh bien, on pense qu'ils sont déterminés uniquement par la tension d'essai. Et malheureusement, comme je vais essayer de vous le montrer, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que même si nous n'avons pas forcément besoin des niveaux de tension disponibles sur des appareils plus avancés, Ces appareils plus avancés ont en revanche diverses fonctions supplémentaires qui nous permettent d'accélérer le processus et de tirer les bonnes conclusions des mesures. Donc, comme je l'ai dit, on sait bien que ces mesures sont effectuées, comme vous pouvez le voir ici, sur des installations électriques basse tension. Et si une telle installation est encore en cours de construction, comme sur les deux premières sur les photos à ma droite, alors ces mesures sont assez faciles et simples à réaliser. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais lorsqu'il s'agit des mesures périodiques que nous effectuons plus tard, eh bien, comme vous pouvez le voir, le tableau est rempli de toutes sortes d'appareils qui peuvent poser problème. Et là, même si la mesure en elle-même n'a rien de particulièrement difficile, ce qui peut poser problème, c'est la préparation de l'installation elle-même pour l'essai. Mais on y reviendra plus tard. Alors, où réalise-t-on encore ces essais en dehors de ce type d'installation? Eh bien sûr, sur différents types de transformateurs de grande taille comme de petite taille comme celui-ci, ou encore sur ceux que vous voyez ici, sur les sectionneurs, sur les isolateurs, sur les câbles, des câbles bien sûr, basse et moyenne tension. On devrait aussi tester les stators, qui, comme vous pouvez le voir sur la photo, peuvent être grands ou plus petits. Tout cela se fait à l'aide d'appareils de mesure appelés mégomètres. Alors, comment faut-il procéder? Puisque j'ai commencé par les installations basse tension, cela vaut aussi la peine d'en dire quelques mots. Comment s'y prend-on pour ces mesures? De quel type d'appareil avons-nous besoin? Quels paramètres doit-il avoir? Eh bien, ici, cela est déterminé principalement par la norme PNHD 6364, partie 6. Je montre volontairement encore ici la version de 2008 parce que c'est toujours celle qui est citée avec sa date dans le règlement. Donc c'est pour ça que je la présente comme ça. Bien sûr, la version 2016 de cette partie est elle aussi déjà disponible en polonais. Pour les installations basse tension, donc, la tension d'essai est de 500 volts. La résistance requise doit être supérieure ou, au pire, égale à 1 mégohm. En gros, c'est une évaluation binaire, conforme ou non conforme. En gros, si cette condition est remplie, alors on peut considérer que l'installation est acceptable du point de vue de la résistance d'isolement.
Cela concerne principalement les fils d'installation. Ces mesures, comme je l'ai montré ici dans ces exigences, nous les effectuons sur des circuits réalisés avec des fils électriques. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Je ne dis pas que ce sont les seuls types de fils que nous mesurons, mais c'est un exemple représentatif des fils utilisés dans les installations. Dans les installations basse tension, on utilise aussi des câbles. Et par exemple, un câble Waikawi comme celui qu'on voit ici est considéré comme un câble. Et cela correspond à la norme 0,47 et à une indication de 2,5 kV. Donc, comme vous pouvez le voir, dans une installation basse tension, il y a aussi des cas où 2,5 kV seront nécessaires, et pas seulement 500 volts. C'est aussi confirmé par le libellé de la norme CEP. Et ici, il y a aussi un avantage. Pardon. Encore un avantage, à savoir que si nous effectuons cet essai à 2,5 kV, alors un essai de tenue en tension n'est pas nécessaire. Comment ça marche? Ici, on peut voir un exemple. Un fil, c'est-à-dire deux conducteurs séparés par un isolant. Comme on le sait, il n'existe pas d'isolation parfaite. Un courant va traverser cette isolation. Bien sûr, il sera très faible, mais il circulera. À partir de la tension mesurée ici et de ce courant, on pourra déterminer quelle est la résistance d'isolement dans un circuit donné. Mais deux conducteurs séparés par un isolant forment aussi une certaine capacité. C'est pourquoi, pour ces mesures, il faut un certain temps afin que cette capacité se charge, ce qui permet de mesurer uniquement le courant qui traverse réellement l'isolant, c'est-à-dire le courant de fuite. Comme on peut le voir ici dans cet exemple, la résistance d'isolement minimale requise est de 1 mégaohm. Avec une tension de 500 volts, le courant dans le circuit, comme on peut le voir, est de 0,005 ampères, donc très faible, n'est-ce pas? Il faut donc bien comprendre que ces appareils doivent avoir des circuits d'entrée assez précis pour mesurer des courants aussi faibles. Mais gardez bien à l'esprit qu'à 20 gigaohms ou plus, à 40 gigaohms ou à 40 téraohms, ces courants seront vraiment infimes. La méthode d'essai est très simple. On relie simplement les pôles positifs et négatifs au circuit concerné, puis on effectue la mesure. Cela ne prend qu'un instant, le temps nécessaire pour charger cette capacité. Avec nos appareils, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser des accessoires ici. C'est très pratique parce que directement depuis la prise, après avoir effectué d'autres mesures également, on peut aussi réaliser un test d'isolement, bien sûr après avoir d'abord mis le circuit hors tension. Nous avons aussi, pour ces mesures sur des câbles multiconducteurs, d'autres accessoires qui rendent ces essais plus simples et plus rapides. Une séquence de mesure est possible ici, comme vous pouvez le voir, où l'on mesure chaque conducteur par rapport à chacun des autres, ou bien les conducteurs actifs reliés ensemble par rapport aux neutres, par rapport aux conducteurs de protection. C'est assez pratique et en plus, ça peut vraiment aider parce qu'on ne se demandera pas si on a déjà mesuré celui-ci par rapport à celui-là ou celui-là par rapport à un autre. Ou si peut-être on a mesuré la même chose deux fois. Les problèmes commencent dans des cas comme ceux-ci. Vous voyez, parfois, on ne peut tout simplement pas déconnecter ce circuit. Et bien sûr, si quelque chose est connecté au circuit, même lorsque ce circuit est hors tension, cela influencera la mesure. Les charges raccordées à l'installation vont refermer le circuit à notre place et les résultats seront tout simplement faux, ou bien notre appareil pourra même indiquer une sorte de court-circuit. Ce n'est encore pas trop grave parce que dans ce cas, cela ne fera qu'ajouter à notre frustration de constater que, malgré nos efforts, quelque chose est quand même resté connecté. Mais que se passe-t-il si, comme ici,
Sur ma gauche, des actionneurs sont installés quelque part dans les circuits. J'ai souvent vu des situations où, une fois les essais effectués, on se rendait soudain compte que l'éclairage ne fonctionnait plus. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que si on applique notre tension d'essai de 500 volts à ces circuits électroniques délicats, il y a dedans des composants qui servent à alimenter l'appareil. Ça peut les endommager. Donc ça aura un impact sur les pertes que vous pourriez subir. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment faut-il s'y prendre? Mesdames et messieurs, c'est là aussi que la norme vient à la rescousse. La PNHD 63364 partie 6, comme je l'ai déjà mentionné. On peut mesurer la résistance d'isolement si l'on met ensemble en court-circuit les conducteurs actifs et qu'on mesure par rapport aux conducteurs de protection. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je ne sais pas pourquoi. Après tout, les personnes qui réalisent ces mesures doivent être certifiées. Donc une formation, un examen, et pourtant on voit bien que cette connaissance n'est pas très répandue. Donc si l'on met en court-circuit les conducteurs actifs ensemble, cette mesure devient assez simple à réaliser. Qu'est-ce que ça nous donne? Si on prend un exemple d'installation électrique, ici il s'agit justement du schéma d'un tableau et des circuits qui en sortent. Il est très facile de préparer une installation comme celle-ci pour la mesure, après avoir coupé le dispositif différentiel, ici. Malheureusement, avec un seul pointeur, on ne peut pas tout montrer sur tous les écrans à la fois. Ensuite, après avoir coupé la protection, on peut mesurer ce circuit en toute sécurité. Si ici on met le conducteur de phase en court-circuit avec le conducteur neutre, oui, le conducteur de phase avec le conducteur neutre, et qu'on mesure par rapport au jeu de barre PE. Simple. Bien sûr, on ne peut pas utiliser ça partout. Dans les anciennes installations non classifiées, on a 2 conducteurs. Eh bien, dans ces cas-là, on ne peut pas faire ce genre de choses. Mais dans les installations TNS ou TNC, ce type de mesure peut être réalisé. Où d'autres mesure-t-on la résistance d'isolement? On peut mesurer la résistance d'isolement des sols et des murs. Oui. Où? Un mur ou un sol pour évaluer s'il s'agit ou non d'une partie conductrice étrangère. Vous pouvez aussi voir ici notre collègue, quelque part parmi nous, sur cette photo. Ah oui, je le vois juste là. Je l'ai trouvé. Bref, c'est un spécialiste des mesures d'isolement, donc pendant l'atelier, vous pourrez aussi lui mettre un peu la pression pour qu'il vous en parle. Donc ici, nous avons une méthode pour mesurer la résistance d'isolement d'un mur. La deuxième photo, c'est celle du milieu, une sorte de poste de travail là. Donc on raccorde un conducteur de mesure à la sonde et le second au conducteur de protection. Et la dernière photo montre la mesure de la résistance de surface du matériau dont le sol est fait. Ici, pour faire ça, il faut 2 sondes. On les place à 10 cm l'une de l'autre. Il faut se mettre dessus et ensuite on peut effectuer cette mesure. Ça, c'est en fait une partie de notre sol dans l'entreprise. Il est partiellement conducteur parce que nous avons ici des zones EPA et c'est nécessaire pour dissiper les charges statiques afin qu'elles n'affectent rien et ne provoquent pas de dégâts par inadvertance. Des composants sensibles. D'ailleurs, tout notre personnel de production porte des vêtements spéciaux conçus à cet effet. Des blouses avec des fibres conductrices, des bracelets de poignet, des chaussures spéciales, un poste de contrôle. Donc des mesures comme celle-là seraient aussi possibles ici. Où peut-on encore mesurer l'isolement? Depuis tout à l'heure, on parle d'installations ordinaires comme celle-ci. Eh bien sûr, aussi dans les installations photovoltaïques, même du côté courant continu. Les exigences ici sont un peu différentes. Comme vous pouvez le voir, les tensions d'essai ici vont aussi jusqu'à 1000 volts. Des exigences similaires en ce qui concerne l'isolement requis.
Mais la mesure se fait de telle sorte qu'après avoir déconnecté les strings, on peut mesurer le string. Je veux dire les pôles positifs et négatifs. D'abord l'un, puis les deux, à la terre, à la structure. Et ça aussi, c'est possible. Pourquoi est-ce que je l'ai expliqué de façon aussi variée et en apparence aussi chaotique? Parce que pour toutes les mesures dont je viens de parler, cette affirmation selon laquelle il faut un appareil avec la tension d'essai exigée par la norme peut en fait être vraie. Tout ce que je vous ai montré ici peut se faire avec pratiquement n'importe quel appareil de mesure. N'importe lequel qui a la tension d'essai requise, vous n'avez pas besoin de modèle spécial, de fonction supplémentaire. C'est simplement que ce qui compte, c'est de préparer l'objet lui-même pour les mesures. Voici quelques diapositives. Ah, j'ai oublié de vous le dire, cette présentation contient du placement de produits. Donc voici quelques exemples. Et c'est vraiment vrai. Pour ces choses simples, il n'y a vraiment aucun problème. On peut les mesurer facilement. Les accessoires. Il y en a pas mal aussi, de toutes sortes. Tout cela est fait pour faciliter le travail. Mais il y a des choses qui commencent à devenir plus compliquées. Alors concrètement, à quoi ressemble la mesure ici pour des objets avec des exigences plus élevées, une plus grande capacité, où apparaissent des phénomènes qui peuvent aider à évaluer précisément la résistance d'isolement par la façon dont on les enregistre, puis on les analyse. Donc la capacité. La première chose, c'est la capacité, évidemment. On parlait d'installation basse tension, mais les capacités y sont faibles. Elles se chargent pratiquement instantanément. D'ailleurs, avec une tension d'essai de 500 volts, dans la plupart des cas, si l'objet est en bon état, vous obtiendrez un résultat qui indiquera hors plage. Et juste au passage, je parle ici tout à fait généralement, je suis aussi tombé plusieurs fois sur des situations où un inspecteur de contrôle exigeait qu'on inscrive un résultat précis, parce que si c'est marqué plus de 2 gigaoctets, alors il ne sait pas ce que ça veut dire. Eh bien, mesdames et messieurs, si la résistance d'isolement requise est d'1 mégaohm et que l'appareil indique plus de 2 gigaohms, alors c'est bon. Non. Bien sûr que oui. Bien sûr, dans ces mesures plus compliquées, on a bien besoin d'un résultat précis, ne serait-ce que pour pouvoir calculer les coefficients. Les coefficients d'absorption, par exemple P ou D, mais on y revient dans un instant. Donc, dans un tel objet, il va se produire une charge de la capacité. C'est pourquoi, au début, toute la sortie de l'appareil sera dirigée vers cela et un courant apparaîtra qui chargera effectivement cette capacité. Mais sous l'effet de la tension appliquée, un champ va se former autour de ce conducteur, autour de l'isolant ou la structure de cet isolant, ou disons plutôt les molécules dont il est constitué, se comportent un peu comme l'aiguille d'une boussole. Et elles vont vouloir s'aligner sur la direction de ce champ. Cela demandera aussi de l'énergie. Donc il y aura aussi un petit courant à ce moment-là. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le courant de conduction, le courant de fuite. D'accord ? Même si on branchait un oscilloscope sur un tel circuit, on ne verrait pas ces courants séparément. Ils n'apparaissent pas séparément. Et ce qu'on verra, c'est la somme de tous ces courants. Et le phénomène, c'est qu'au début, comme le courant est important, alors la résistance d'isolement indiquée par l'appareil sera faible. Et à mesure que la valeur de ce courant diminue progressivement, la résistance indiquée par l'appareil va augmenter. Ici, on peut tout de suite répondre à la question que personne n'a posée. Quand faut-il relever le résultat? Eh bien, quand ces phénomènes s'éteignent ou quand ils n'ont plus d'importance du point de vue métrologique. Parce que si, disons, on dépasse ici la plage de mesure de l'appareil, on peut encore attendre 1 heure, voire 1 heure et demie, mais rien ne changera.
ce sera pareil. Et ensuite, bien sûr, une fois la mesure terminée, il faut décharger le circuit. Ces appareils de mesure électronique modernes ont déjà des circuits pour décharger automatiquement la capacité. Mais voilà, si on termine la mesure et que la capacité se décharge, il ne faut pas oublier ces groupes de molécules ici qui vont commencer à se disperser. Elles vont prendre des positions aléatoires. Et que va-t-il arriver à l'énergie? Cette énergie va être retransférée dans la capacité de décharge. Et j'ai eu un incident comme ça. J'ai un ami qui rebobine des moteurs électriques. Je reparlerai de lui à la fin. Il m'a appelé un samedi en me disant que quelqu'un là-bas avait touché le stator et avait pris une décharge. J'y suis arrivé au bout de 3h30. Enfin, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Un gros stator d'un moteur de 6000 volts. Vraiment énorme. À peu près 2 fois la taille de ce petit socle. Mais à l'horizontale. Et imaginez un peu, mesdames et messieurs, la situation était la suivante. Un de ces ouvriers, un peu nerveux, a branché les pinces, fait la mesure, puis juste après a appuyé sur arrêt et l'a immédiatement saisi pour retirer les pinces. Et il a pris une châtaigne dans les mains. Donc l'appareil avait déjà commencé le processus de décharge de cet objet. Une partie de la décharge est passée par cette personne. Et après ces 3h30, alors que le processus d'auto-décharge de l'objet aurait aussi dû avoir lieu, il s'est avéré qu'il y avait encore plus de 400 volts aux bornes. Donc, mesdames et messieurs, il faut faire attention avec ça. Pas de précipitation, pas de précipitation. Pour résumer ce que j'ai montré, pendant les variations du courant dans le circuit causées par la capacité et la polarisation, la résistance indiquée par l'appareil va augmenter avec le temps. C'est différent quand la valeur de la résistance change avec la température. Pour la plupart d'entre vous, c'est évident aussi. Cette résistance va diminuer quand la température monte et quand la tension augmente, elle diminue aussi jusqu'au point de claquage. C'est pourquoi dans ces cas-là, on applique une correction. On multiplie le résultat mesuré par le facteur approprié. Et ce n'est pas tout. Pour certains moteurs, 20 degrés n'est pas la température de référence. Par exemple, ici, on prend en compte la température de fonctionnement. C'est simplement un exemple pour montrer que de tels facteurs existent et qu'il faut les utiliser. Avec ces changements qui se produisent pendant la mesure de la résistance d'isolement, on peut analyser comment la capacité et la polarisation influent sur la façon dont la résistance d'isolement indiquée augmente. À partir de là, on peut tirer diverses conclusions. Ce n'est pas si mal si on fait des mesures régulièrement, par exemple sur des câbles, et qu'en les comparant, on sait si l'isolation se dégrade ou non, si ces résultats changent ou pas. Et ici, il y a aussi la possibilité d'une analyse supplémentaire des phénomènes qui se produisent à cause de la capacité et de la polarisation. Donc, comme on peut le voir ici, la courbe B, ce petit graphique B, on peut en déduire, parce que ce n'est pas évident en soi, que l'isolation ici est en bon état. Si en revanche le graphique est plat, alors on peut soupçonner par exemple une infiltration d'humidité. Mais pour ça, il vaut la peine d'avoir un appareil qui ne soit pas forcément choisi uniquement pour sa tension, mais aussi par exemple pour sa méthode de mesure. Comme je l'ai déjà dit, les courants que nous mesurons sont très faibles.
Et le courant choisira toujours le chemin de moindre résistance, n'est-ce pas? Prenons comme exemple l'isolateur qu'on peut voir ici. Quand on mesure la résistance d'isolement de la manière traditionnelle à 2 fils, on ne va pas mesurer uniquement la résistance d'isolement de cet objet. On va aussi mesurer autre chose qui résulte du courant circulant à la surface. Un courant que j'appellerais parasite, mais qui nous donne quand même une indication, parce que si on détecte que ce phénomène se produit, on peut décider, par exemple, qu'il faut nettoyer l'isolateur. Par exemple, pour mesurer correctement cet isolement, il nous faudra un troisième fil qui sera raccordé ici et qui évacuera ces charges de surface. Ici, dans l'exemple que vous voyez sur les photos, on a pulvérisé de l'eau salée sur cet isolateur. On peut même voir des décharges ici. Dans ce cercle jaune, ça fait des étincelles parce que la mesure se fait à 100 volts. Et regardons de quelle valeur on parle réellement pour cet isolateur. Avec la méthode traditionnelle à 2 fils, en mesurant la somme de ces courants, c'est-à-dire ce qui circule à la surface et la résistance d'isolement elle-même, on a obtenu 467 mégaohms. Pour un isolateur comme celui-ci, c'est plutôt mauvais, non? Avec ce troisième fil de garde raccordé, on obtient un résultat de 900 gigaohms. Alors, regardez en bas, s'il vous plaît. Il y a un calcul ici. Quel courant veut-on mesurer et lequel nous perturbe? On veut mesurer 9 nanoampères et 21 microampères viennent perturber la mesure. Donc un courant bien plus important circulera à la surface qu'à travers l'isolateur. Il faut tenir compte de ces effets parce qu'ils peuvent conduire à la mauvaise décision de remplacer quelque chose qu'on croit défectueux alors que ce n'est pas le cas. Des effets similaires se produisent aussi lors des mesures sur les transformateurs et les câbles. Et comme on peut le voir ici, il est possible d'éliminer cet effet en raccordant un fil de garde. Dans le cas d'un transformateur à la cuve, dans le cas d'un câble, on peut entourer le câble d'un morceau de feuille d'aluminium ou même d'un simple fil dénudé. Et ça, c'est déjà suffisant. Il y a aussi une autre question. Puisque tout cela se mesure en courant continu. Positif ou négatif, et où? Eh bien, mesdames et messieurs, un ingénieur en électronique dirait probablement « Quelle différence cela fait-il » Après tout, si c'est une forme de résistance, alors qu'est-ce que ça change? Eh bien, ce n'est ni si simple ni si évident. Les études qui ont été menées ont montré que dans des matériaux poreux comme ceux-ci, et l'isolation parfaite n'existe pas, il y a des effets qui font que la polarité a bien son importance. Je ne vais pas entrer dans ce phénomène maintenant. Si ça intéresse quelqu'un, j'en parlerai avec plaisir pendant la pause. Mais en résumé, la recommandation est de raccorder le fil négatif au conducteur du câble et le fil positif à l'écran. Et de la même façon, le négatif à l'enroulement, le positif au boîtier. Quoi d'autre? Ici, on pose parfois la question de savoir pourquoi certaines mesures diffèrent les unes des autres. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on mesure des courants de l'ordre de 9 nanoampères. C'est déjà suffisant. Donc remarquez que même si on se rapproche simplement d'un objet comme celui-ci, on introduit déjà une variation de capacité. Voilà le genre de choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Et maintenant, pourquoi toute cette introduction de ma part sur la tension d'essai? Eh bien, mesdames et messieurs,
C'est parce qu'on a ici deux appareils qui proposent une tension d'essai de 15 kV ou de 10 kV. Et quelqu'un dira, mais moi, je n'utiliserai jamais ça. Je n'aurai jamais besoin de 15 kV. Et où est-ce qu'on utilise ça au juste? Où est-ce qu'on utilise une telle tension? Juste pour expliquer, voici la norme américaine NETA. Elle montre où ces 15 kV sont utilisés. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Ce que je veux dire, c'est que ces appareils ont plusieurs autres fonctions utiles qui permettent surtout un diagnostic rapide et aussi un diagnostic précis. Donc voilà les fonctions de base. Bien sûr, rien que sur ce sujet, je pourrais vous parler pendant des heures de tout ce qu'on peut faire avec cet appareil. Mais comme le temps me manque, je vais me limiter aux informations de base. Donc 40 téraohms, c'est la valeur maximale de résistance mesurable. Bien sûr, comme je l'ai dit, soit 10 kV, soit 15 kV, selon l'appareil que vous choisissez. Temps de mesure, 99 minutes. Disons 100 minutes pour simplifier. Les coefficients AB1 et AB2 sont définis par l'utilisateur. Le DAR et le PI sont déjà définis et ont des significations précises. Le courant de mesure est de 5 ou 10 mA pour cet appareil de 15 kV. Donc regardez simplement la puissance de cet appareil. Et ça permet de charger plus vite un objet à forte capacité. Ça veut aussi dire qu'on peut brûler un défaut s'il y en a un dans le câble. Ce niveau de puissance est déjà suffisant. Mesures avec de très longs cordons. Ces appareils peuvent fonctionner dans des champs électriques intenses. On a même fait des essais ici grâce à l'amabilité de nos collègues de Gdansk. Et ça fonctionne vraiment. Ils peuvent le confirmer. Autre point, la possibilité de fonctionner en étant alimenté par le secteur. Un grand écran lisible et la possibilité de générer des graphiques. Et c'est justement sur ces graphiques que je voulais me concentrer, même si j'ai entendu dire que ce n'était qu'un gadget. Ce n'est qu'après que j'ai expliqué de quoi il s'agissait que la personne qui appelait ça un gadget a changé d'avis. Il dit qu'il avait tourné une manivelle toute sa vie et que ça allait très bien. Oui, ça allait très bien, mais on ne peut pas tourner le dos au progrès technologique. Alors, que veulent dire ces coefficients? Juste pour rappel, parce que certains d'entre vous le savent probablement déjà. L'indice de polarisation, le coefficient d'Ar, c'est le rapport entre le résultat de mesure après 10 minutes et celui à 1 minute, ou après 60 secondes et 15 secondes. Pourquoi est-ce que c'est important? Précisément parce qu'ici, on va pouvoir observer l'effet provoqué par cette capacité et cette polarisation. Quel résultat devrait-on attendre? Alors, mesdames et messieurs, voilà le point important. Si c'est cette première catégorie, marquée « poor », alors je dirais que c'est mauvais, parce que la résistance ne devrait vraiment pas diminuer avec le temps. Si quelque chose est marqué comme peu clair, alors c'est vraiment peu clair. Et OK, comme « good », c'est correct. Là, on peut être sûr que c'est le comportement normal de l'objet pendant la mesure. Un exemple, en parlant de mon collègue qui rebobine des moteurs. Il y a eu une situation où je voulais simplement obtenir quelques graphiques et prendre quelques photos, ne serait-ce que pour pouvoir préparer une présentation comme celle-ci. Alors je suis allé le voir. Je lui ai dit, « Tu as un beau stator ici que je pourrais mesurer ?» Oui. Attends, un qui a été rebobiné. Vous pouvez voir ce stator ici. Il a été rebobiné, déjà sorti de l'étuve. Vernis, tout est fait. En gros, c'est parfait, soi-disant parfait. Et ici, vous pouvez voir sur l'appareil, sur ce mégomètre EMU à manivelle, que l'aiguille, vous ne le voyez peut-être pas très bien ici. C'est vrai, mais elle a déjà atteint la butée. Donc c'était le maximum. Ensuite, les mesures ont été faites avec mon appareil, celui que Mika a montré tout à l'heure. Dans ce cas, celui de 10 000. L'IMU indiquait effectivement plus que mon appareil, qui affichait exactement 430 mégaohms. Et là, c'est le point important.
Les mesures ont été effectuées à 500 volts. Donc, comme vous pouvez le voir, un appareil capable de générer 15 kV ou 10 kV était utilisé à 500 volts. Qu'est-ce que ça nous a donné? Le rapport d'Aar n'était pas clair. Et ça a créé un problème. Alors quoi? C'est bon ou pas? Eh bien, vu le résultat de mesure de 430 MΩ, c'est très bon. Donc il n'y avait plus qu'à le remonter et l'envoyer au client. Mais je voulais creuser un peu plus ici. Alors on a regardé le graphe de ce moteur, et le voilà. Ce que vous voyez en bleu, c'est la résistance. Le courant est indiqué en rouge. Le temps de mesure était de 2 minutes. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ça ne devrait pas avoir cette allure-là. En effet, cette résistance, le résultat moyen se situe quelque part par ici, à un peu plus de 400. Mais ici, on voit clairement que quelque chose veut monter plus haut et que quelque chose l'en empêche en la tirant vers le bas. Mesdames et messieurs, vous savez probablement comment on rebobine les moteurs, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde le sait. Il y a quelqu'un qui ne le sait pas? Eh bien, dans cet atelier, ils disent en plaisantant qu'ils versent simplement les enroulements dans le stator. Et il se trouve qu'il y a une femme qui travaille là-bas. Égalité des droits, donc elle rebobine aussi des moteurs. Et elle le fait avec succès depuis de nombreuses années. Et il s'est avéré que ces isolants de rainures qu'on glisse ici dans les rainures étaient dans ce cas en carton pressé. L'un d'eux s'est fissuré à peu près à mi-hauteur. Et quand elle mettait ses bobines en place, littéralement 2 fils ont glissé directement entre le carton pressé et la rainure. Une situation intéressante. À votre avis, qu'est-ce qui se serait passé après le remontage du moteur et sa mise en marche? Vous lui donnez une chance de tenir longtemps. Je ne pense pas. Ces 430 MΩ qu'on avait, c'était la résistance de ces petits fils qui se trouvaient là, dans cette rainure. Comme le fil de bobinage est recouvert d'un vernis isolant, il y avait donc une certaine isolation, mais ce vernis se serait très probablement écaillé sous l'effet de la chaleur et des vibrations. Un court-circuit se serait produit et ça aurait été la fin. Alors regardez ce qui s'est passé après que ce moteur a été rebobiné de nouveau. Vous voyez la différence sur le graphe et vous voyez à quelle valeur de résistance d'isolement on est arrivé. 12 gigaohms. Ici, dans ce cas, la mesure a duré 1 minute. 1 minute parce que je calculais le rapport d'Aar, donc. Donc malgré ça, c'est. Et pour finir, mesdames et messieurs, voici un cas intéressant. Donc, pour parler familièrement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si quelque chose est incertain ou peu clair, ça ne veut pas automatiquement dire que c'est mauvais. Train à grande vitesse coréen. Juste un petit exemple pour terminer. Lors des inspections de ces bogies ici, qui contiennent ici des moteurs électriques. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et ils sont mesurés tout de suite. Quand une inspection mécanique est effectuée, des mesures de ces moteurs sont faites aussi. Et notez bien, je sais qu'il y a ici quelques gribouillis intéressants, mais on peut facilement lire la valeur du DAR. Vous voyez le pays dans le tableau. S'il y a une croix, c'est mauvais. Et notez qu'il y a une description ici. Si ce rapport pays était inférieur à 1,5, il rebobinait ses moteurs. Regardez, tout ce qu'il y a ici est destiné au rebobinage, et ce n'est qu'une partie. Qu'est-ce qu'ils ont fait de travers? Ils n'ont absolument pas tenu compte de la résistance ni du processus. Pourquoi? Parce que si après 1 minute, et ce rapport pays, c'est la valeur après 10 minutes divisée par celle qu'on avait après 1 minute. Si après cette minute-là, on a déjà atteint un niveau de résistance d'isolement d'environ 5 gigaohms.
alors il est très peu probable que quoi que ce soit change radicalement dans les minutes qui suivent. Et en fait, si vous ne considérez que l'indice de polarisation. Et si vous décidez qu'un moteur comme ça doit être rebobiné, vous ne faites que gaspiller de l'argent. Parce qu'il s'est avéré que ces moteurs étaient en bon état. Ces gens-là n'y ont vraiment cru que quand il y a eu un moteur entièrement neuf encore dans sa caisse, n'est-ce pas? Mon collègue ici, celui que j'ai mentionné au début, était sur place en personne et a effectué ses essais. Et en fait, si on se fie sans recul à un seul facteur lié à la résistance d'isolement, par exemple à ses coefficients, on peut malheureusement prendre de mauvaises décisions. Parce que des phénomènes comme ceux-là ne voudront pas toujours dire ça. Dans les cas où l'on atteint des valeurs de résistance d'isolement aussi élevées. Et à ce stade, mesdames et messieurs, mon temps est écoulé. J'ai réussi à rester dans le temps imparti. Donc merci. Merci de votre attention.